Ça aurait dû être le nouveau Star Wars ou le nouveau Avatar, mais ça a été l'un des plus gros beats de l'histoire du cinéma hollywoodien, de l'histoire de la science-fiction et surtout de l'histoire de Disney. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé avec John Carter? Pourquoi ça a tourné au désastre? Qui est responsable de ce cauchemar? On va essayer de comprendre ça ensemble parce que c'est bien plus triste et compliqué que ça n'en a l'air. Ce n'est pas nous qui avons commencé. Mais ce soir, nous allons en finir! Salut, c'est Geoffrey et je vais vous raconter la triste histoire de ce qui a mené Disney à devenir le studio qu'on connaît aujourd'hui et que tant de gens détestent. Ou en tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer. Disney n'en serait probablement pas là si cet accident industriel n'avait pas eu lieu. Parce que le désastre de John Carter a été si énorme qu'il a sûrement été un traumatisme à l'échelle de l'industrie. Et on peut être à peu près sûr que depuis, ce film est cité comme exemple dès qu'un studio veut stopper un projet trop bizarre, trop risqué, trop ambitieux, trop original, bref, un projet comme on aimerait en voir plus souvent. Alors je vous vois venir, vous allez me dire que John Carter c'est vachement bien, que c'est 1000 fois mieux que n'importe quel Marvel. Ça, c'est ce qu'on lit dans les commentaires à chaque fois qu'on évoque le film. Mais peu importe votre avis sur la question, ça ne change rien à la réalité. Et la réalité, c'est ça. John Carter est l'un des films les plus chers de l'histoire du cinéma moderne et c'est aussi l'un des plus gros bids du cinéma moderne. Rares sont les films à avoir cette double casquette et c'est ça qui fait de John Carter un cas d'école si extraordinaire. Si vous ne croyez pas, on va commencer direct par la fin, histoire qu'on soit tous d'accord sur le fait que c'est un désastre. Nous sommes en 2012 et John Carter est le sujet qui fait la une des médias à Hollywood, mais de la pire des manières. En février 2012, à quelques semaines de la sortie, le Hollywood Reporter titre « Disney se bat pour sauver John Carter, faible engouement et mauvais buzz, le studio lance une campagne marketing de la dernière chance ». Le 7 mars, à quelques jours de la sortie, il titre « John Carter devrait démarrer avec environ 25 millions de dollars au box-office et pourrait être devancé par Lorax, et le film à 250 millions aura besoin de beaucoup plus pour être rentable ». Le 19 mars, 10 jours après la sortie aux États-Unis, Disney publie un communiqué de presse pour dire officiellement et solennellement qu'ils s'attendent à perdre 200 millions à cause du film, et tous les médias le reprennent. Quelques semaines après, en avril 2012, Deadline titre « Le choc, Rich Ross, boss de Walt Disney Studios, s'en va », en précisant que c'est la fin de ses 15 années chez Disney qui inclut l'un des échecs les plus notoires et catastrophiques de Hollywood, John Carter. Voilà, en 2-3 mois, on a un résumé du naufrage, et pourtant John Carter avait très bien commencé, ça avait même commencé comme une espèce de conte de fées. Alors attention, je vais essayer de résumer la longue histoire de John Carter qui s'étale quand même sur un siècle, littéralement. Puisqu'à l'origine, bien avant le film sorti en 2012, c'est un livre, ou plutôt une série de livres, dont la parution a commencé en 1912, c'est-à-dire l'année où le Titanic a coulé, histoire de replacer l'époque. Imaginé par Edgar Rice Burroughs, qui nous a aussi offert le personnage de Tarzan, le cycle de Mars a commencé sous forme d'épisodes publiés dans All Story Magazine sous le titre Under the Moons of Mars, c'est-à-dire sous les lunes de Mars. Plus tard, ces histoires ont été publiées en romans, le premier étant appelé Une princesse de Mars, et au final, le cycle de Mars compte 11 bouquins. Si vous ne connaissez pas ces livres et cet univers, dites-vous une chose, en fait, vous avez baigné dedans sans le savoir, parce que le cycle de Mars a influencé énormément de livres, de films, de séries par la suite. Pour citer les plus évidents, le personnage de Superman né en 1938 et inspiré par John Carter selon ses créateurs, et bien sûr, Star Wars. George Lucas a absolument été inspiré par ses aventures martiennes avec sa princesse, ses vaisseaux, ses étendues désertiques, ses créatures extraterrestres, ses pouvoirs magiques et mystiques. Alors évidemment, c'est une goutte d'eau dans l'océan des références de Star Wars, mais c'est une grosse goutte d'eau quand même. Et vous allez voir qu'au final, c'est sûrement ça le problème du film John Carter, qui a peut-être été tué indirectement par Star Wars, mais ça, on en reparle après. Le cycle de Mars a attiré l'attention de tout le monde à Hollywood, et au fil des années, ou plutôt des décennies, plusieurs personnes se sont cassées les dents dessus. Dès les années 30, le réalisateur Bob Clampett, qui était une figure centrale des Looney Tunes, voulait en faire un film d'animation. Par la suite, la liste des gens ayant essayé de près ou de loin d'adapter John Carter donne le tournis. Ray Harryhausen, le magicien des effets visuels et de l'animation, qui a notamment travaillé sur le 7e voyage de Sinbad et Jason les Argonautes, Mario Kassar et Andrew Weina, les producteurs incontournables de Rambo et Terminator 2, John McTiernan, le réalisateur culte de Piège de cristal et Predator, avec le scénariste de Retour vers le futur, Bob Gale, Robert Rodriguez, le réalisateur de The Faculty et Sin City, ou encore Kerry Conran, le réalisateur de cet incroyable film Captain Sky et le monde de demain. Lui, il a carrément fait une vidéo de presque 7 minutes pour présenter le projet avec plein d'illustrations et même un aperçu très sommaire de quelques scènes. Si ça vous intéresse, elle est notamment disponible sur la chaîne Dailymotion d'écran large, parce que oui, elle existe encore, j'ai été vérifié, et j'avais uploadé cette vidéo pour mon article sur John Carter il y a 8 ans.
Bordel, faire cette vidéo me fait vieillir beaucoup trop méchamment. Autre personne qui a failli faire John Carter, Jon Favreau, le réalisateur des 2 premiers Iron Man, qui a depuis bossé sur Star Wars avec The Mandalorian et compagnie. Au fil des tentatives et échecs, les droits sont passés entre les mains de plusieurs studios, MGM, Disney, Paramount, avant de revenir chez Disney grâce à une personne, Andrew Stanton. Si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez forcément ses talents puisque c'est un incontournable de Pixar. Il était crédité au scénario des Toy Story et Monstres et compagnie, il a co-réalisé Mille et une pattes, et surtout, il a réalisé Le Monde de Nemo et Wall-E. Wow. 2 très gros succès couronnés par l'Oscar du meilleur film d'animation, donc en gros à l'époque, ce monsieur était un des rois de Pixar et donc de Disney. Et c'est là que ça ressemble à un conte de fées, comme je disais, parce que depuis qu'il avait lu Le cycle de Mars gamin, Andrew Stanton rêvait de voir ça adapté au cinéma, et une fois qu'il est devenu réalisateur, il rêvait évidemment de le faire lui-même. Quand il a appris que les droits étaient disponibles, il s'est pris par la main. Il a été voir les patrons de Disney, leur a demandé de les acheter et de lui confier l'adaptation. Son pitch, c'était en gros, ce sera Indiana Jones sur Mars. Alors franchement, dit comme ça, évidemment, ça donne envie. Andrew Stanton raconte qu'en 3 mois, Disney avait racheté les droits et lui avait dit si tu veux le faire, c'est pour toi. Pardon, mais ça, c'est vraiment le début d'un rêve. Notamment parce qu'il n'avait jamais réalisé de film en prise de vue réelle et que Disney allait lui filer un budget énormissime pour son premier essai. Et vous le voyez venir gros comme une maison, c'était pas vraiment une bonne idée. Mais en attendant la catastrophe, Andrew Stanton vivait sa meilleure vie. En 2008, le projet était sur les rails, validé par Dick Cook, alors président de Walt Disney Studios. Et quand le monsieur a été viré par le big boss Bob Iger en 2009, John Carter aurait logiquement pu être remis en question par le nouveau président Rich Ross, comme c'est souvent le cas lorsqu'il y a un changement de direction. Et c'est justement comme ça qu'une nouvelle adaptation de 20 milieux sous les mers a été annulée quelques mois avant le tournage. Mais Rich Ross a complètement soutenu John Carter, parce qu'il était sincèrement convaincu que c'était une bonne idée, parce qu'il avait peur de braquer Andrew Stanton, superstar du studio, parce qu'il ne savait pas trop ce qu'il faisait puisqu'il avait à peu près 0 réelle expérience de blockbuster au cinéma puisqu'il venait de la télévision, ou parce que tout ça à la fois, on ne sait pas trop. Toujours est-il que John Carter est né sous une bonne étoile avec le soutien de Disney et tout l'argent qui va avec. Ce qui ne veut pas dire qu'Andrew Stanton a pris ça à la légère. Pour se préparer à l'aventure, il a décidé de suivre un entraînement sportif, de courir, de perdre 9 kilos parce qu'il ne voulait pas avoir l'air de, et je cite, le geek privilégié qui vient de l'animation et qui a triché pour arriver au sommet. Andrew Stanton est arrivé sur le tournage de John Carter avec une certaine appréhension. C'était un roi du cinéma d'animation, mais comment allait-il s'en sortir avec le cinéma en prise de vue réelle, en live action comme on dit en anglais? Là, on a plusieurs sons de cloche sur la manière dont ça s'est passé. Dans un article du New Yorker publié en octobre 2011, donc 5 mois avant la sortie du film, Andrew Stanton expliquait qu'il avait commencé à travailler en étant très intimidé, comme s'il était un gosse qui arrivait dans le monde des adultes. Mais qu'au bout de 3 mois, il a été dire au producteur qu'il avait l'impression qu'au final, lui et ses collègues venus de l'animation semblaient finalement un peu plus compétents peut-être et capables que les autres sur certains aspects. Et en même temps, dans un article du New York Times publié en mars 2012, donc au moment de la sortie du film, Andrew Stanton déclarait quelque chose de légèrement différent. J'ai dû expliquer à Disney, vous demandez à un mec qui a appris à faire les choses d'une seule façon de soudainement y parvenir en une seule fois en reshoot. J'ai répondu, je ne vais pas réussir du premier coup, je vous le dis tout de suite. Comprenez, sur un Pixar, on peut faire, refaire, repenser, réécrire, réarranger, peaufiner des scènes pendant des années dans un processus où tout est possible, pour le dire simplement. Mais quand on filme des acteurs, que ce soit dans de vrais décors ou de vrais studios, avec des accessoires, des costumes, etc., c'est plus compliqué. Le réalisateur a expliqué d'ailleurs que sa plus grande angoisse était de voir les problèmes de son film, mais sans avoir les moyens de les régler. Là encore, lié aux contraintes d'un blockbuster en prise de vue réelle. Où se trouve la vérité entre ces 2 articles et déclarations? Disons qu'il y a beaucoup d'éléments qui indiquent que la production n'a pas été reposante à cause d'Andrew Stanton. Un tempérament de conquérant ultra confiant, une attitude qui pouvait sembler désagréable de prime abord, un désir que lui-même reconnaît de prouver à tout le monde qu'il pouvait voler de ses propres ailes sans la bande de Pixar, des méthodes de travail un peu risquées. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et vous allez voir qu'au fil des mois, Andrew Stanton est un peu devenu le coupable idéal. En tout cas, les choses avaient commencé en douceur. Le casting du film n'a pas été spécialement compliqué, même si Andrew Stanton dit avoir vu tout Hollywood pour le rôle de John Carter, y compris Tom Cruise, qui avait été lié au projet durant les années 90 et qui est revenu à la charge. Dans ce super article de The Wrap publié en 2022, Andrew Stanton confirme qu'ils ont effectivement discuté du rôle et que Tom Cruise était tellement intéressé qu'il lui a dit qu'il le rappellerait s'il n'engageait pas officiellement l'acteur qu'il avait déjà en tête. Un acteur plus jeune et beaucoup moins connu, Taylor Kitsch. Et à l'époque, ce Taylor Kitsch a dû se sentir pousser des ailes puisque la même année, il était le héros de John Carter et Battleship, 2 énormes blockbusters qui se sont tous les 2 plantés, en l'espace de 2 mois. C'est ce qu'on appelle un crash au décollage. Pour jouer la princesse
princesse, Andrew Stanton a choisi Lynn Collins, créant ainsi une réunion entre elle et Taylor Kitsch après X-Men Wolverine Origins, ce qui était peut-être un signe du désastre à venir. Le reste du casting était on ne peut plus qualitatif, avec notamment Willem Dafoe qui connaissait déjà Andrew Stanton puisqu'il prêtait sa voix à Gil, le poisson dans le monde de Nemo. Le tournage a commencé début 2010 entre des studios près de Londres et les déserts de l'Utah aux États-Unis. Et il y avait déjà un problème, selon le directeur de la photo Dan Mindel, qui n'a pas compris pourquoi Disney essayait d'économiser en tournant en studio au lieu d'aller filmer dans la région des Four Corners aux États-Unis, parfaite pour figurer Mars. Surtout qu'ils ont fini par y aller malgré tout. Mais les dégâts étaient déjà faits. Mindel racontait à The Wrap que tourner ces grandes scènes d'action en studio avait vraiment bloqué la mise en scène et que c'était impossible d'en tirer le meilleur. Bref, pour lui, c'était déjà une très mauvaise décision de Disney dès le départ. Faut aussi avoir en tête qu'il y avait de la motion capture, notamment pour le personnage de Willem Dafoe, qui joue un alien du nom de Tar Starkas, qui était perché sur des échasses avec une caméra sur sa tête pour filmer son visage. Et à l'époque, cette technologie était encore assez neuve et effrayante à Hollywood, surtout que le premier Avatar venait de sortir fin 2009, donc la pression était énorme. Je pourrais aussi citer Sean Bailey, l'un des pontes du studio, qui a expliqué qu'Andrew Stanton était le contraire des réalisateurs qui planifient tout et suivent rigoureusement les plans. Lui, c'était plutôt du genre à arriver régulièrement avec de nouvelles idées, de nouveaux storyboards, de nouvelles scènes, pour continuellement retravailler le film, et ça, c'est la méthode Pixar. Mais c'est pas vraiment celle d'un blockbuster normalement. Andrew Stanton, lui, disait que John Carter était tellement énorme que c'était comme faire 2 films avec 2 tiers en prise de vue réelle et 1 tiers en animation. Dans l'article du New Yorker, il a d'ailleurs résumé ses difficultés avec une phrase très amusante. Il disait que gérer la météo, les cascades, la lumière, bref la réalité, c'était comme essayer de faire de la natation synchronisée avec des porte-avions. Mais malgré ça, le tournage s'est plutôt bien passé sans véritable gros problème. Et c'est normal, les vrais soucis sont arrivés après quand tout le monde est reparti en tournage, plusieurs fois. En décembre 2010, John Carter avait bien avancé, Andrew Stanton a montré une première version du film avec un montage de 2h50 au boss de Disney et Pixar. Alors normalement, les réalisateurs évitent ça, parce que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, à toutes les remarques, toutes les critiques, mais Andrew Stanton vient de chez Pixar, et chez Pixar ça fonctionne autrement. On montre les films à toute la bande, et c'est comme ça qu'on les améliore, qu'on les peaufine, on s'y reprend à 6 ou 7 fois pour arriver à des œuvres aussi excellentes. Mais comme je le disais plus tôt, un film en prise de vue réelle, c'est pas du tout comme un film d'animation, on ne peut pas tout refaire et tout bouger de la même manière. L'article du New Yorker, publié en 2011, explique que cette petite projection entre copains et collègues a été un peu compliquée. Parce que le groupe avait quelques problèmes avec John Carter. Il n'était pas très convaincu par le ton du film, qu'il trouve un peu froid. Il se demandait où était le cœur émotionnel de l'histoire, et ils avaient aussi un souci avec le personnage de la princesse déjà, et notamment le début du film où elle expliquait très sérieusement les guerres sur Mars. C'est sûrement pour ça qu'au final, la première apparition de l'héroïne est une scène humoristique où elle fait un discours pompeux face caméra avant de s'arrêter et rigoler lorsqu'on découvre qu'elle répétait bêtement son texte. Toute la bande a proposé une autre option, découvrir Mars avec John Carter dès le début du film, dès la première scène. Andrew Stanton détestait cette idée qu'il trouvait paresseuse et problématique pour la narration parce que ça allait l'obliger à raconter les enjeux des guerres au bout de 30 minutes de film. En tout cas, tout ça a révélé quelques soucis dans la grande machinerie de John Carter. Andrew Stanton et ses scénaristes ont repensé l'intro du film avec une baston sur Mars parmi pas mal d'autres changements. Il a storyboardé plusieurs nouvelles scènes pour convaincre Disney que ça allait améliorer le film et ainsi avoir leur accord pour organiser 18 jours de tournage supplémentaires, ce qu'on appelle des reshoots. Alors oui, les reshoots c'est devenu la norme à Hollywood, donc c'est pas forcément un problème. Mais 18 jours, c'est beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent. John Carter est ainsi reparti en tournage en avril 2011, alors à quoi est-ce que ça a servi? C'était parfois pour refaire ou améliorer des scènes d'action comme le moment où il se la joue Superman et rattrape la princesse en pleine chute, et c'était aussi pour étoffer un peu les personnages avec parfois de simples petits changements, un plan, une réplique, pour rendre le héros et la princesse plus touchants et leurs actions plus cohérentes. Andrew Stanton a expliqué qu'il avait tendance à rester focalisé sur des choses assez techniques comme le cadre, la lumière, quitte à oublier de vraiment s'attacher aux personnages et aux acteurs et actrices. Andrew Stanton a affirmé que ces reshoots étaient prévus depuis le départ, que Disney le savait et que c'était intégré au budget. Mais dans l'article de New Yorker, on sent le fossé entre le réalisateur et son duo d'acteurs, Taylor Kitsch et Lynn Collins. Il refusait de parler de reshoot par peur que ce soit associé à des problèmes, tandis qu'Andrew Stanton déclarait que les reshoots devraient être obligatoires et qu'il aimerait même pouvoir en faire d'autres. Ces reshoots n'ont d'ailleurs pas vraiment été digérés par Lynn Collins, qui n'avait pas caché qu'elle avait moyennement apprécié la manière dont son personnage avait changé. Déjà était plus guerrière à l'origine et s'en prenait plusieurs fois à John Carter en le giflant. Tout ça a été un peu adouci, on lui a rajouté des scènes avec son père, et le réalisateur et la productrice lui ont clairement dit que le personnage apparaissait trop dur et pas assez aimable. Et clairement, quand Lynn Collins en parle, on sent qu'elle ne comprenait plus trop qui était la princesse qu'elle devait interpréter. En plus, ces reshoots n'ont pas réglé tous les soucis et certaines choses restaient floues, notamment le plan des grands méchants qui n'était pas super clair et le mariage de John et Deja qui tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc Andrew Stanton est reparti pour de petits reshoots, encore une fois, afin de rajouter des éléments, ou plutôt pour rafistoler, puisqu'apparemment, selon le New Yorker, pour la scène où Sab Stan discute avec le grand méchant, il a tourné les plans avec Dominic West à Londres et ceux avec Mark Strong à Los Angeles. Bref, John Carter, ça a été long et ça a
coûté bonbon. À la sortie en 2012, le budget était estimé à environ 250 millions de dollars hors promo, c'était un peu plus pour certains médias, 263 millions pour Forbes et 300 millions pour le Hollywood Reporter. Le New York Times a de son côté donné un budget global de 350 millions pour le film et sa promo. Mais si on reste sur 250-260 millions, c'est déjà beaucoup. À titre de comparaison, dans les gros films sortis la même année, The Dark Knight Rises, c'était un budget de 230 millions net. Le premier Avenger, The Amazing Spider-Man et Men in Black 3, c'était à peu près autant, et Skyfall, le James Bond, ce serait à peine 200 millions. Donc ouais, John Carter a coûté cher, surtout pour un film non lié à une franchise. Pendant la promo, Andrew Stanton a pris la parole pour contrecarrer les rumeurs sur le budget qui aurait explosé. Il a affirmé haut et fort que le budget prévu n'avait pas été dépassé, et que c'était justement pour ça que Disney lui avait validé les reshoots. Cela dit, il n'a pas donné de chiffres exacts, tout en clamant fièrement, haut et fort, que c'était un budget absolument énorme. Dans tous les cas, la peur semblait bien là chez Disney. Andrew Stanton avait dès le départ parlé d'une trilogie, mais le studio n'avait évidemment rien validé, et n'avait apparemment aucune envie d'en discuter avant la sortie du film. En même temps, il faut avoir en tête qu'à l'époque, il y avait un sujet finance chez Disney. En 2011, Pirates des Caraïbes 4 a soulevé quelques questions sur les dépenses. Le film a certes fait 1 milliard au box-office, mais le budget avait explosé jusqu'à atteindre près de 380 millions de dollars hors promo. Et pour rester dans le sujet Johnny Depp, dans la foulée, le studio a mis en pause la production de Lone Ranger parce que le budget commençait à devenir trop énorme et il a fallu quelques mois pour réduire les coûts et tout relancer. Donc de toute évidence chez Disney, ça commençait à réfléchir aux dépenses à l'époque de John Carter. On aurait donc pu se dire qu'Andrew Stanton était dans un état de stress extrême avant la sortie, mais en fait pas vraiment. Il dit qu'il n'a pas vu venir le carnage, probablement parce qu'il était occupé dans sa bulle. L'actrice Lynn Collins pense qu'on les avait même protégés jusqu'à l'avant-première du film en février 2022 à Los Angeles. Elle a raconté à The Wrap un truc hallucinant qui a eu lieu ce soir-là. Sur le tapis rouge, elle a vu Rich Ross, le boss de Disney à l'époque, dire quelque chose à l'oreille de Taylor Kitsch qui a eu une réaction étrange. Elle a donc été lui demander ce qui se passait et l'acteur lui a répondu: c'est un désastre, il vient de me dire que ça allait être un putain de désastre. Vous avez bien entendu, l'un des patrons de Disney a dit aux acteurs de son blockbuster que ça allait être un désastre le soir de l'avant-première, alors que les deux devaient se farcir toutes les interviews avec les médias pour vendre le film avec de grands sourires sur le tapis rouge. Et si vous pensez qu'on ne peut pas faire pire, accrochez-vous. Lynn Collins raconte que le lendemain de l'avant-première, sa manager lui a dit qu'à cause du désastre programmé de John Carter, elle allait devoir disparaître, sinon elle allait porter le chapeau. L'actrice n'a évidemment pas compris, surtout quand Taylor Kitsch a enchaîné avec l'échec de Battleship, donc elle a fini par virer son équipe et faire une pause. Dès le premier week-end de sortie de John Carter qui a confirmé les mauvais pronostics courant depuis des semaines voire des mois, les dés étaient jetés. Andrew Stanton avait beau dire qu'il écrivait la suite depuis des mois, tout le monde a compris que John Carter allait être un bide stratosphérique en 48 heures. Il est sorti aux États-Unis le 9 mars et le 12 mars, Disney a lâché un communiqué officiel lourd de sens qui disait « Faire du cinéma n'est pas sans risque, ça reste un art, pas une science, et il n'y a aucune formule garantie pour réussir. » Andrew Stanton est un réalisateur incroyablement talentueux et couronné de succès qui, avec son équipe, s'est donné corps et âme pour faire John Carter. Malheureusement, le film n'a pas réussi à toucher le public autant que nous l'espérions tous. Quand un studio dit ça officiellement 3 jours après la sortie d'un blockbuster, vous savez que c'est un échec absolument dévastateur. Et justement, combien a encaissé au box-office ce film qui aurait coûté dans les 350 millions en tout ? Ça fait mal. Pour les observateurs dans l'industrie, John Carter avait besoin d'atteindre les 600 voire 700 millions pour rentrer dans ses frais. La réalité ? 284 millions dans le monde, dont 73 millions au box-office nord-américain où un studio récupère le plus d'argent. C'est le moment où je répète la règle d'or, non, pour faire le bilan financier d'un film, il ne faut pas prendre le budget total et lui soustraire le box-office, ça ne marche pas du tout comme ça. Une partie des recettes va aux salles de cinéma, donc un studio qui produit et distribue comme Disney récupère au mieux 50% du box-office. Donc sur John Carter, ils ont perdu très gros. Et le score de John Carter est d'autant plus désastreux que 2 mois après, Disney a connu un immense carton avec ce petit film nommé Avengers qui a fait 1,5 milliard au box-office. Rien qu'au box-office nord-américain, Avengers a fait plus de 620 millions alors que pour rappel, John Carter c'était 284 millions dans le monde. Alors bien sûr, la carrière d'un tel film ne se résume pas à l'exploitation au cinéma. Il y a quantité de sources de revenus après la sortie en salle, que ce soit en VOD, à la télé ou en vidéo. Selon le site de Numbers, John Carter a ainsi récolté près de 50 millions grâce aux ventes DVD et Blu-ray en Amérique du Nord, donc Disney a pu récupérer un peu d'argent à droite à gauche, mais évidemment, clairement pas assez. Après ça, Andrew Stanton a évidemment pris un temps pour encaisser. Il explique que Bob Iger, le grand boss de Disney, l'a appelé pour le soutenir, soit parce que c'est quelqu'un de super, soit parce qu'il savait très bien qu'Andrew Stanton devait rester chez Disney. La preuve,
4 mois après John Carter, le réalisateur a signé pour réaliser Le Monde de Dory, qu'il devait simplement produire et écrire à l'origine. Faire la suite du giga carton Le Monde de Nemo, en voilà une idée simple et réconfortante avec un risque inexistant, et le film a encaissé plus d'1 milliard au box-office à la surprise de personne. À l'époque, le réalisateur a également été défendu par plusieurs acteurs. En juillet 2012, Bryan Cranston était légèrement agacé dans une interview avec AV Club où il disait que cet échec était injustifié, et il s'énervait contre l'obsession des médias pour le box-office au détriment des vrais critiques, et lui pour le coup il disait que tout le monde lui avait annoncé que ce serait un bide avant la sortie. 4 mois après, toujours chez AV Club, c'était au tour de Dominic West de s'exprimer. Alors certes, il rigolait de son rôle pas très finaux, mais il disait surtout qu'il ne comprenait pas le rejet total du film et qu'il trouvait ça complètement injuste. Mais en attendant, vu le naufrage de John Carter, tout le monde avait envie de trouver des coupables. Andrew Stanton était évidemment naturellement tout en haut de la liste, et il avait un peu creusé sa propre tombe en disant notamment durant la promo que Disney avait plus ou moins peur de lui parce qu'il voulait qu'il reste heureux chez Pixar, et que donc il avait eu un énorme pouvoir sur ce film. Le marketing a évidemment été blâmé comme à chaque fois qu'un gros film se plante. Disney a pourtant investi beaucoup d'argent sur la promo, notamment avec un spot diffusé durant le Super Bowl qui misait sur l'envergure ultra spectaculaire du film. Et pour rappel, faire de la pub au Super Bowl ça coûte cher, dans les 4 millions de dollars pour 30 secondes à l'époque. Mais il y a surtout la fameuse question de la malédiction martienne. Parce que beaucoup de films liés à Mars se sont plantés. En 1996, Mars Attacks de Tim Burton, un échec au box-office pour le studio Warner Bros. En 2000, Mission to Mars du grand Brian De Palma, un échec pour Disney, parce que oui, si vous le saviez pas, le titre est tiré d'une attraction dans les parcs. La même année, la méga boost de Planète Rouge, énorme bid encore chez Warner. Et surtout, il y a eu Milo sur Mars, un film d'animation de Disney, qui a été un échec absolument dantesque en 2011, pile poil un an avant la sortie de John Carter. Ce qui explique certainement pourquoi le studio a viré Mars du titre John Carter début 2011, parce que oui, c'était ça le titre à l'origine. John Carter of Mars, d'où le logo officiel du film. Mais franchement, un film qui s'appelle John Carter, ça ne raconte rien, sauf si on connaît très bien les livres, alors que John Carter of Mars, ça envoie un message clair. C'est un film de science-fiction et ça vend forcément de l'aventure et du rêve. Andrew Stanton l'a confirmé, il y avait une panique suite au désastre de Milo sur Mars. Après, il raconte aussi qu'il n'a pas lutté et qu'il a accepté les sondages. Les gens n'aimaient pas le titre original John Carter of Mars. Et lui ne croyait absolument pas au potentiel du titre qui aurait été logique par rapport au livre Une princesse sur Mars. Pour lui, ça allait juste rebuter le public masculin. Il a juste négocié un truc, que le film se termine avec le carton John Carter of Mars et qu'il puisse garder le logo. Et je parle de ce logo que j'ai actuellement sur mon t-shirt. C'est là que je vais faire une révélation sur ma vie. Avant Écran Large, j'ai travaillé pour la rubrique cinéma de Pure People pendant une bonne année. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin de gagner de l'argent pour manger et m'acheter des DVD. Et à l'époque, j'ai été invité à l'avant-première du film à Londres pour faire des interviews de l'équipe sur le tapis rouge. C'était absolument ridicule et gênant parce que j'avais pas du tout le matos adapté. Mais écoutez, aujourd'hui je fais une vidéo sur John Carter pour Écran Large en portant ce magnifique t-shirt qu'on m'avait offert à l'époque. Donc finalement, c'est une histoire qui finit à peu près bien. Et comme j'ai votre attention avec cette histoire parfaitement inutile, j'en profite pour vous dire qu'Écran Large a besoin de vous pour continuer à exister dans un secteur où à peu près tout et tout le monde veut foutre en l'air les médias culturels. Pour quelques euros par mois, vous avez accès à des articles exclusifs chaque semaine ainsi que des podcasts hors série. Et si besoin, je peux fouiller dans mon passé professionnel pour vous offrir de nouvelles anecdotes gênantes, vous inquiétez pas, j'en ai plein. Les détails sur l'abonnement Pas sur ma vie sont dans la description de la vidéo. Allez, fin de la parenthèse. De toute évidence, Disney ne savait pas trop quoi faire de John Carter. D'un côté, le titre John Carter sans Mars enlevait le côté science-fiction, et de l'autre, la promo misait de plus en plus sur absolument tout ce qui fait science-fiction dans ce film, les aliens, les vaisseaux et compagnie, en mettant de côté l'aspect plus historique avec les scènes en costume sur Terre au 19e siècle. Mais alors, qui est responsable de ces décisions marketing ? Pour ne pas arranger l'affaire, il y a eu un changement dans les équipes. Mary Carney a quitté son poste en janvier 2012 après 2 ans à gérer le marketing de Disney et de Pixar notamment. C'était quelques mois avant la sortie de John Carter. Elle a été remplacée par Ricky Strauss, et ils ont de toute évidence essayer de changer la manière dont John Carter était perçu. Il n'y a qu'à comparer. Le premier teaser sorti en juillet 2011 racontait peu de choses sur l'histoire, les personnages et les enjeux. Il était monté sur la très belle chanson My Body is a Cage reprise par Peter Gabriel et la musique donnait quelque chose de très épique et sérieux. Mais ça misait vraiment sur le mystère et les sensations. Alors moi c'est typiquement le genre de teaser que j'aime et franchement en le redécouvrant pour faire cette vidéo je me suis dit waouh, je voudrais vraiment plus de promos dans ce genre. Mais je sais que cet avis n'est pas vraiment partagé. Ce teaser a été largement critiqué par la suite, notamment parce qu'il ne mettait pas en avant le CV d'Andrew Stanton. On n'a pas droit au carton par le réalisateur oscarisé de Ratatouille et Wall-E, et aucune mention non plus des livres écrits par l'auteur de Tarzan. Le réalisateur pensait que John Carter était tellement connu que c'était inutile de le rappeler. Il disait à l'époque que c'était son Harry Potter,
donc pour lui c'était évidemment identifié. Après ce teaser, il y a eu une bande-annonce 100% orientée action montée sur Kashmir de Led Zeppelin, autre salle, autre ambiance, mais toujours zéro info sur les bouquins, l'univers et l'histoire en fait. Sauf dans la petite présentation d'Andrew Stanton sur internet, mais bon, c'est pas vraiment ce que le public a vu, surtout pas au cinéma. Il aura fallu attendre la dernière ligne droite de la promo pour que les livres John Carter soient cités comme des inspirations évidentes pour Star Wars et Avatar, notamment dans une vidéo intitulée Legacy, c'est-à-dire Héritage. Mais c'était peut-être beaucoup trop tard pour sortir cette carte, puisque le film sortait 3 semaines après. Un article très énervé de Vulture, sorti en mars 2012, est même allé jusqu'à dire que cette promo avait enterré le film dès le tout premier teaser, et que le responsable c'était le réalisateur Andrew Stanton. Apparemment c'est lui qui a choisi cette approche au début de la promo contre l'avis des gens du service marketing de Disney, et comme le studio lui accordait à peu près tout, il avait presque toujours le dernier mot. Il raconte aussi qu'il n'était pas super coopératif, ce qui a mené à de gros conflits avec la chef du marketing chez Disney. L'article de Vulture est vraiment très dur, mais il y a des choses intéressantes. Pour eux, le début de promo souffrait aussi de la comparaison avec Prince of Persia pour le sable et le héros musclé aux cheveux longs, et Cowboy et Envahisseur pour le croisement entre SF et western. Et ces films n'ont pas vraiment été des cartons. On peut d'ailleurs rajouter le beat du remake de Conan avec Jason Momoa en 2011. L'article du New York Times en a remis une couche en disant que le réalisateur avait insisté pour que la chanson de Led Zeppelin Kashmir soit utilisée dans la promo contre l'avis de Disney, qui pensait que ça n'allait pas du tout marcher pour le public visé, et peut-être qu'il se souvenait juste que le remake de Godzilla avait essayé la même chose en 98 avec le résultat qu'on connaît. C'est aussi Andrew Stanton qui aurait choisi les images mises en avant sur les posters et dans les conventions devant les fans de Disney, et en gros, à écouter les médias, il serait responsable de quasiment tout ce qui n'allait pas. Et en fait, il a un peu confirmé ça lui-même chez The Wrap en disant qu'il était très impliqué dans tout ça, et il assumait sa potentielle responsabilité dans ce merdier, ce qui est quand même très réglo de sa part. Même Taylor Kitsch, qui incarne le héros John Carter, a avoué qu'il n'était pas très fan de la promo. Interrogé par Metro au moment de la sortie, il disait qu'il aurait préféré une approche plus sombre, plus sérieuse, où on voit davantage de personnages et moins les grosses bastons. Dominic West, lui, a été encore plus cash chez Heavy Club. Il expliquait que la promo était naze et qu'en plus elle avait été complètement repensée en cours de route. Selon lui, tout était prêt juste après le début du tournage, mais tout a ensuite été jeté à la poubelle pour prendre une nouvelle direction. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur certains choix marketing, comme ce concours portant le nom de Êtes-vous le vrai John Carter, qui offrait aux gens portant vraiment ce nom une place à une projo secrète. Et tout le monde a remarqué que, au fond, Disney n'avait pas vraiment activé les leviers promo habituels, avec le merchandising dans les magasins, dans les parcs Disney, sur les chaînes télé de Disney, d'où cette phrase qu'on a beaucoup entendue, le film s'est planté parce que le studio n'y croyait pas. Et même si je trouve qu'on blâme un peu trop vite et trop bêtement le marketing dès qu'un film se plante comme si c'était une science exacte, c'est quand même pas impossible que Disney ait en quelque sorte sacrifié John Carter. Parce que l'équipe du film et le public ignoraient un petit détail. Dès l'été 2011, pendant que John Carter était en début de post-production, Disney avait commencé à discuter avec George Lucas du rachat de Lucasfilm et donc de Star Wars. Le contrat a été officiellement signé en octobre 2012, mais difficile de ne pas se dire que Disney savait qu'il n'avait peut-être plus besoin d'un autre Star Wars des mois avant la sortie de John Carter, parce qu'ils avaient Star Wars, le vrai, qu'ils allaient l'acheter. Mais même au-delà de ça, John Carter a souffert d'un truc parfaitement injuste mais compréhensible. En arrivant après 2 trilogies et des décennies de Star Wars qui ont révolutionné la pop culture, le film avait l'air un peu vieillot et poussiéreux. C'est toute la triste ironie de cette histoire. Cette saga littéraire extraordinaire qui avait révolutionné la science-fiction et en partie inspiré Star Wars, s'est retrouvée écrasée par Star Wars une fois arrivé au cinéma, un siècle après sa naissance. Autrement dit, plein de gens se sont dit qu'est-ce que c'est que ce sous-Star Wars dégueulasse et ringard, sans savoir qu'il s'agissait en réalité d'un pilier de la SF sans lequel Star Wars n'aurait pas existé. Et on pourrait en dire presque autant d'Avatar puisque James Cameron a parfaitement assumé cette inspiration à la sortie du premier film. C'est peut-être pour ça que ça aurait été super utile de contextualiser les choses dans la promo en replaçant les informations primordiales histoire de remettre les pendules à l'heure. Et histoire de redonner de la valeur et un sens à John Carter. En 2009, Avatar a tout rasé sur son passage, en 2015, Star Wars 7 aussi, et au milieu, en 2012, John Carter a été complètement noyé. Et même si je suis pas le plus grand fan du film, loin de là, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça franchement bizarre et dommage. Mais en même temps, peut-être que c'était tout bonnement impossible de vendre un film John Carter en 2012 sans que tout le monde se dise que c'était un sous-Star Wars, un sous-Avatar ou un sous je ne sais quoi, tellement les bouquins avaient été pillés par Hollywood et la pop culture en général. Ça aurait peut-être changé le cours des choses et évité la folle et triste histoire de John Carter. Andrew Stanton avait commencé à préparer les suites et comme ça le démangeait, il a fini par offrir quelques miettes aux fans. En 2014, il a publié sur Twitter les logos
logo de John Carter 2 intitulé Gods of Mars et John Carter 3 Warlord of Mars. La même année, Disney a laissé partir les droits des bouquins, marquant la fin officielle de ce bordel. Mais le cinéaste a depuis expliqué à The Wrap ce qu'il voulait faire dans les suites. Gods of Mars se serait ouvert sur une scène où Deja raconte les exploits de John Carter au bébé qu'ils ont eu ensemble. Et le mioche était ensuite enlevé par le grand méchant Ma Tai-Chang. À côté de ça, on retrouvait John Carter qui se réveillait sur Mars suite à la fin du premier film, et on découvrait qu'en fait, surprise, pas mal de temps s'était écoulé depuis que son bébé avait été enlevé. Et entre-temps, Deja avait elle aussi disparu en essayant de le retrouver. Andrew Stanton comparait le reste de l'histoire au film Le secret de la planète des singes, puisqu'on découvrait l'existence d'un peuple vivant sous la surface de Mars et contrôlant l'air, l'eau et toutes les ressources de la planète avec de la haute technologie. John Carter découvrait que ces gens vénéraient la déesse Isis qui vivait à leur côté, sauf que non, c'était le grand méchant Ma Tai-Chang qui avait pris l'apparence d'Isis pour les manipuler. On nous apprenait que le fils de John Carter est un guerrier surhumain génétiquement modifié par Ma Tai-Chang afin de tuer son père, donc John Carter et son fiston s'affrontaient. À la fin, John, la princesse Deja et leur fils, qui était en gros un enfant dans le corps d'un adulte, se retrouvaient dans une espèce de volcan avec tous les gentils peuples aliens pour faire fuir les méchants. Ça, c'était le deuxième film. Dans le troisième, John Carter devait absolument arrêter les méchants pour sauver le monde, sauf que les méchants métamorphes prenaient l'apparence de plein de leaders politiques martiens pour semer le chaos. La princesse Deja mettait au point une machine permettant de les détecter, mais trop tard, il tuait John Carter. Sauf que c'était pas vraiment lui, c'était juste une copie de son vrai corps, toujours sur Terre. Il finissait donc par retourner sur Mars, retrouver sa femme et son fils, et ensemble, ils tuaient enfin les méchants pour de bon. Alors, est-ce qu'on avait envie de voir ça ? Je ne sais pas. Même si Le secret de la planète des singes est un sacré morceau de kitsch qui vaut le détour. Mais si vous avez envie de voir une autre histoire de cauchemar hallucinant, jetez un œil à ma vidéo sur Warcraft, un autre cas d'école passionnant qui a fini en carnage. Et si ça vous dit, je peux revenir bientôt pour faire une vidéo du même genre sur l'île aux pirates, à la poursuite de demain ou Lone Ranger. À vous de me le dire en commentaire. En attendant, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, bravo et à bientôt. Stop.